Autre registre sur lequel on peut travailler aussi, les mots à éviter. Donc à l'oral, il y a un certain nombre de mots qui ont un impact souvent négatif sur l'interlocuteur, ou parce qu'ils sont creux, ou parce qu'ils ont une dimension de perplexité qui peuvent créer une certaine perplexité ou une certaine confusion chez l'auditoire. Donc on peut déjà recenser par exemple les mots à sens négatif. J'aurais tendance à dire pour ces mots-là que c'est surtout leur dosage, c'est-à-dire une trop grande fréquence. Par exemple, tout est baptisé problème. Dès l'instant qu'on aborde quelque chose, on utilise le mot problème, on parle d'inconvénient, bon, a fortiori difficulté, crise, etc. Tous les mots qui ont un sens profondément négatif, qui, même s'ils peuvent correspondre à une réalité, évidemment, sont lourds de sens et peuvent donner une tournure malencontreuse à un exposé. Les mots qui minimisent. Alors, il y en a un dans la langue française qui est un archétype du mot qui minimise, c'est l'omniprésence du mot petit dans la langue française. On va faire une petite réunion parce qu'il y a des petits problèmes avec les petites difficultés du petit projet qui a été lancé la semaine dernière. Bon, il va falloir un petit peu qu'on regarde qu'est-ce qu'on peut faire un petit peu, quoi. Bon, là, il y en a trop. Là, tout est petit, puis on va prendre un petit café, puis on va faire une petite réunion, puis on va faire des petites remarques. Tout est petit. Le mot petit dans la langue française est omniprésent. En général, d'ailleurs, dans les débuts de prise de parole. Quand quelqu'un prend la parole, ce n'est pas par hasard, c'est un mot qui minimise, donc qui cherche à éviter de prendre trop de risques. Quand quelqu'un démarre en disant je vous ai fait venir pour ce petit rendez-vous parce que j'ai une petite remarque à vous faire, en général, c'est un grand rendez-vous avec des grandes remarques à faire, mais ils sont baptisés de petits. Bon, ce n'est pas par hasard. Pas par hasard que le mot petit vient se loger de temps en temps dans les exposés de cette manière-là. Alors, encore une fois, pas de terrorisme intellectuel, dézinguez pas le premier qui dit petit un jour, c'est une trop grande fréquence, c'est une trop grande tendance à l'utiliser qui peut être perceptible, qui peut être identifiée et qui dans ces cas-là alourdissent évidemment le message. Autre mot à éviter, les mots dubitatifs, ce qu'on appelle dubitatifs, comme des expressions comme peut-être, il me semble, c'est probable, éventuellement, je pense, je crois, essayer. Le verbe essayer par exemple, je crois qu'il faut faire attention dans l'usage ordinaire de la parole. Les hommes politiques l'utilisent énormément. D'ailleurs, on va essayer de résoudre les problèmes, on va essayer de trouver une solution, on va essayer de résorber la dette. On essaye tout le temps. Il y a un mot même encore plus utilisé dans la parole politique, et c'est très contagieux, qu'on retrouve dans la vie de l'entreprise aussi, c'est des verbes comme s'efforcer. Il faut qu'on s'efforce de trouver une solution, il faut qu'on s'efforce de résoudre le problème. Alors il y a aussi les gens qui essayent de s'efforcer d'ailleurs, donc là on n'est pas arrivé parce que ça fait un peu compliqué. Il y a plus poétique qu'essayer, il y a envisager, et ceux qui essayent d'envisager. Je crois qu'avec ces termes-là, il est évident qu'on n'a pas un impact persuasif très fort parce qu'ils contiennent eux-mêmes en leurs réserves. Si vous prenez l'avion, vous arrivez au-dessus d'Orly et que le pilote dit on va essayer d'atterrir, pas forcément convaincu que vous allez être très rassuré quand même. Donc dans la vie, c'est intéressant de dire les choses clairement, sans utiliser ces termes dubitatifs. Et encore une fois, ne soyons pas puristes, c'est le mauvais dosage qui est condamnable. Bon, dès l'instant qu'il y en a un, personne s'en aperçoit. Si j'ai dit une seule fois, on va essayer de mettre en place, c'est pas grave. Si en revanche, au cours d'un entretien, quelqu'un se réfugie constamment dans ces expressions-là, ça signifie quelque chose. Entretien de recrutement, par exemple, quelqu'un dit « bon, j'ai essayé de faire une formation, bon, j'ai essayé de travailler là-dessus, après j'ai essayé de m'installer à tel endroit, enfin, il a passé sa vie à essayer, quoi. » Là, il y a un problème. C'est-à-dire que ça parle de soi. Ça parle de soi. C'est bien la preuve que si j'utilise ces mots dubitatifs, c'est que certainement moi-même, je suis sûrement dubitatif par rapport à tout ce que je suis en train d'évoquer. Alors, les expressions agressives, en particulier le « moi-je », moi je trouve, moi je vous dis, moi je vous confirme, le moi-je a son caractère très dur en général, très, très agressif au sens où on n'est pas dans le participatif là. Vous avez constaté, et la bonne expression « moi je vous dis que » est une expression forcément incisive, intrusive, qui peut déclencher des réactions extrêmement négatives de la part d'un auditoire. Les appels à la confiance qui ne sont pas forcément très heureux, là aussi quand ils sont mal dosés, trop fréquents, comme « croyez-vous »,« je vous assure »,« croyez-moi »,« faites-moi confiance », qui peuvent dénoter, justement à force de trop insister là-dessus, « faites-moi confiance »,« je vous assure que »,
que dans notre tête, c'est pas si clair que ça quand même. Si on ressent la nécessité autant d'insister sur cette dimension de confiance, c'est pas forcément très heureux. Dans l'expression, par exemple, ne vous inquiétez pas, le reproche que l'on peut faire, c'est que en parlant pour rassurer quelqu'un, on utilise son inverse, c'est-à-dire le terme inquiéter. Ne vous inquiétez pas. Je préférerais dans ce cas-là, s'il fallait l'utiliser, soyez confiant. Au moins, l'expression a le mérite là de dire ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire soyez confiant, ce que je veux créer, c'est de la confiance. Si je dis ne vous inquiétez pas, j'utilise le terme inquiéter, qui est le contraire justement de la confiance. Donc on peut se prendre un peu les pieds dans le tapis là avec ces expressions qui ne sont pas toujours très heureuses. Et puis pour terminer, j'aime pas trop les mettre en évidence parce que parfois dans les formations, il y a des gens qui s'en plaignent tellement, qui croient tellement que c'est une hérésie et que c'est dramatique pour eux, c'est l'omniprésence des mots parasites, dont le plus célèbre de la langue française qui est mettre des E partout. Et il y a des gens qui suivent des stages d'expression orale, parfois on leur a dit qu'ils ont eu la confirmation parce qu'ils se sont entendus dans des enregistrements, qu'ils avaient tendance à mettre trop de E, c'est-à-dire des respirations sonores, qu'à un moment donné, ils ont très peur parce que s'il n'y a pas les E, ils ont du mal à parler. C'est très dur à travailler quand le réflexe, malheureusement, est installé un peu comme tic de coller des E partout. Bon, inversement, si on retire à quelqu'un ces E, il ne va plus trop être à l'aise pour parler. Donc là, il y a un sacré dilemme. On peut progressivement faire attention, avoir une chaîne sonore plus régulière, de manière à chasser les E, mais très souvent, quand il y a une omniprésence de E, c'est un signe de forte hésitation, de moindre fluidité verbale, où on éprouve une sorte de besoin que la chaîne sonore soit continue, donc on fait le lien entre les phrases avec des E. Alors ça a un caractère évidemment très inesthétique, ça alourdit beaucoup évidemment la fluidité de la parole, et puis c'est ressenti par la personne comme la signature de sa propre hésitation, et la signature aussi que je ne suis pas très à l'aise quand je m'exprime. Donc il y a un travail là-dessus assez sensible, ça se travaille à l'oreille, on peut les diminuer, de temps en temps il y en aura, encore une fois, un trop grand perfectionnisme, je pense, est vraiment contradictoire avec une amélioration de la qualité de la parole. Trop phrasé, la perfection, plus du tout de E, un dépouillement parfait, ça n'existe pas trop, et à partir de là, on perd aussi en vérité, on perd aussi en dimension humaine. Il y a des hommes politiques parfois quand ils lisent des discours, parce qu'on lit le discours, évidemment, c'est quasiment parfait. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'imperfection, et à partir de là, ça sent quand même quelque chose qui est très mécanique et qui est très plaqué. Donc je pense qu'il faut supporter, accepter une part d'imperfection. Dans les mots évités, c'est encore une fois un excès, c'est une trop grande fréquence contre laquelle il s'agit de lutter. Alors, quand on est dans les métiers de parole, par exemple, les métiers d'enseignement, les métiers de vente, etc., où on utilise beaucoup la parole, inévitablement, il n'y a rien à faire. On est tous passés par là. Avec le temps, dans certaines périodes, c'est cyclique, on a des mots comme ça qui s'installent, qui prennent place et qu'on a du mal à corriger. Il faut les entendre ou il faut que des gens nous le disent. Et à partir d'un certain moment, quand il y a une cote d'alerte, quand quelqu'un dit « tu dis toujours ça », par exemple, bon là, il faut que je fasse attention. Mais c'est un travail sur soi-même, ça se corrige, il n'y a pas trop à s'affoler là-dessus, et surtout sur des choses comme les E, il y a « voilà » aussi, par exemple. Des gens qui, tout ce qu'ils disent, ils ponctuent par « voilà, voilà, voilà ». À un moment donné, et dans l'auditoire, il y en a qui mettent des bâtons à chaque fois que le mot est prononcé, quoi. C'est évidemment pas très heureux, bien sûr. Voilà, donc ces mots, je viens de le prononcer, c'est la chute, c'est la finale, voilà, c'est une conclusion. Il y a des expressions à éviter, encore une fois dans un dosage malencontreux, mais encore une fois, en la matière, une certaine imperfection est parfaitement tolérable. Je crois que le caractère naturel de l'expression, la vie de l'expression, la vie du langage, c'est aussi d'avoir forcément des imperfections.